Bonjour à tous et bienvenue. J'essaie de ne pas parler trop fort. Bienvenue pour cette deuxième conférence de l'année 2021 et qui fait partie du cycle de conférences qu'on a commencé à la rentrée de 2020. Et c'est un cycle qui se fait avec 3 partenaires, avec l'Artothèque et avec l'Université de La Réunion, donc 2 partenaires, pardon. Et donc un cycle intitulé Les artistes ont la parole avec l'Artothèque, un cycle avec l'Université de La Réunion où vous avez pu entendre Valérie Magdelaine et vous aurez Kapana Marimoutou la semaine prochaine, me semble-t-il, ou en tout cas, voilà, la semaine prochaine. Et le troisième cycle, c'est un cycle actualité de l'art, donc en lien avec vos cours d'histoire de l'art contemporain. Donc, ces cycles de conférences se veulent en lien avec les 30 ans de l'école d'art. Je pense qu'il est important de le souligner. Et vous verrez du coup au sujet de la conférence d'aujourd'hui un article qui est paru aujourd'hui dans le GIR, en pleine page. On est très contents parce que ça donne une image vraiment très positive de l'école. Et voilà, donc Thierry Fontaine, que vous connaissez, donc je lui souhaite la bienvenue aussi. On est très content de l'accueillir pour cette conférence dans cette école qui est devenue la sienne maintenant, puisqu'il intervient maintenant auprès des étudiants et qu'il va amener les étudiants au diplôme accompagné de Diana Madeleine. Voilà, en gros, pour resituer le cadre, simplement redire peut-être très rapidement les prochaines conférences. Donc, pour l'Artothèque, le lien avec l'Artothèque, ça sera en février. On aura le 24 février Henri Maillot, qui est ici présent d'ailleurs. Le 24 mars, Kako, qui expose en ce moment même au musée Léon Dierx, et je vous encourage vivement à aller voir son travail. Le 5 mai, Myriam Mindou. Et le 19 mai, Catherine Boyer. Et entre-temps, il y a d'autres conférences qui viennent aussi en intercalaire. Et vous avez reçu les newsletters que vous envoie Delphine. Vous aurez toutes les informations de manière plus précise. Quoi dire d'autre? Il me semble que l'exposition à laquelle tu participes en ce moment, Thierry, à la Cité des Arts, a été prolongée jusqu'au 30 janvier. Donc, ceux qui ne l'ont pas vue encore, c'est l'exposition qui s'intitule « L'Anthropocène et après ». Il me semble qu'elle a été prolongée. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller la voir, vous avez une dernière chance jusqu'au 30 janvier. Il vous reste quelques jours. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Thierry. Alors bonsoir, on se connaît à peu près tous, au moins de vue, non? Ouais. Même certains, on se connaît assez bien. Enfin, en tout cas, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire ce matin. Je vais commencer rapidement, d'accord? On ne va pas faire de chichi. En fait, j'étais là quand on a lancé devant nous tous en fait ce cycle de conférences. Je ne me suis pas proposé spontanément pour y participer et on m'a demandé un peu plus tard d'y participer et j'ai accepté volontiers en sachant que j'allais vous rencontrer et qu'en étant maintenant enseignant dans l'école, je trouvais ça un peu normal de pouvoir partager avec vous mes propres préoccupations en dehors de mes cours d'enseignement. Alors, je reviens un petit peu sur ce que Patricia a dit tout à l'heure. En fait, j'avais compris que le rapport à l'Artothèque n'était pas très formel, mais néanmoins, il existait. Et je ne vais pas m'y attarder beaucoup parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Vraiment, moi, je n'ai pas tellement le choix parce que ça m'arrive régulièrement, mais le rapport d'un artiste au collectionneur privé ou public est assez fréquent. Donc, il se trouve que l'Artothèque est une institution publique et quand une institution acquiert des œuvres d'un artiste, bon, c'est toujours flatteur, quoi, voilà. Alors, dans mon cas, on va peut-être parler rapidement des œuvres qui ont été acquises il y a un moment déjà, il y a à peu près 20 ans, au début des années 2000. En l'occurrence, celle qui est présentée devant vous. Et bon, alors évidemment, quand ça arrive et qu'on est plutôt encore un jeune artiste, entre guillemets,
c'est flatteur, comme je vous disais. Et puis voilà, ça montre un petit peu une espèce de reconnaissance, au moins au niveau local. Mais voilà, donc aujourd'hui, vous vous en doutez, 20 ans après, le travail a évolué, il n'est plus vraiment le même. Et même si, dans mon cas, en tout cas, le médium final est toujours la photographie. Alors, je ne dis pas que le travail actuel a effacé les précédents, hein, mais disons qu'il s'y est ajouté. Je vous dis ça parce que, évidemment, on n'attend pas d'un artiste qui se répète. Au contraire, ce qu'on attend d'un artiste, c'est qu'il se renouvelle et qu'il propose toujours des choses et des formes nouvelles, justement, et étonnantes. Et évidemment, l'artiste et moi-même, on fait partie de ce processus de l'évolution. C'est-à-dire que, inévitablement, on évolue et voilà, c'est inéluctable. Voilà. Et alors, je vais un petit peu insister ce soir sur mon rapport entre la sculpture et la photographie. C'est-à-dire comment est-ce que je suis passé de la sculpture à proprement dit, c'est-à-dire de montrer des choses en 3 dimensions au moins, à la photographie. Deux choses qui pour moi sont assez proches, même si d'une façon générale, on a plus tendance à rapprocher la photographie à la peinture. Je ne parlerai pas de peinture ce soir, hein, parce que je ne suis pas peintre et je pense que c'est quand même quelque chose qui m'échappe. Mais néanmoins, ce rapport à la sculpture, c'est vraiment une chose qui ne me lâche pas, qui me porte et auquel je tiens. Je prends mes notes, hein, parce que je ne peux pas tout apprendre par cœur. J'ai trop de choses à faire avec les étudiants. Même si je leur dis à chaque fois qu'il faut absolument qu'ils sachent plein de choses. Alors, je vais répéter une chose que vous connaissez peut-être, mais néanmoins, j'ai vraiment besoin de le dire pour pouvoir continuer. Et puis, ce sera un peu une post-introduction sur ce que je vous dirai après. Donc, vous savez que donc je fabrique et je construis des mises en scène, alors que je mets en scène justement, et, enfin je fabrique des sculptures plutôt que je mets en scène et que je photographie. Alors en général, ces sculptures, d'une façon un peu conceptuelle, elles sont inspirées sur l'idée du déplacement, de la rencontre et de l'échange. Alors, je vais vous montrer un document, par exemple. Comment on fait déjà? Non, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, je ne vais pas forcément suivre le diaporama pour commencer. Voilà. Alors ici, par exemple, dans cette sculpture qui est présentée, comme je vous l'ai dit, hein, sous forme de photographie, il s'agit pour moi de ce qu'on appelle, d'une façon générale, un syncrétisme, c'est-à-dire une rencontre entre deux cultes, en l'occurrence le christianisme et un autre culte qui serait plutôt, qui relèverait plutôt de l'animisme et qui se rapproche un peu des cultes vaudous, par exemple. Alors ici, qu'est-ce qui m'intéressait? Évidemment, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est de créer une forme. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qu'on attend tous de vous. Je reprends un petit peu le rôle d'enseignant, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un artiste plasticien, c'est qu'il crée une forme. Voilà. Elle peut être extrêmement développée ou elle peut être très discrète. Par exemple, chez les artistes conceptuels, ils ont essayé d'aller jusqu'au bout et d'user l'idée et de montrer le moins de choses possible et de se dire que l'essentiel se passait mentalement. C'est-à-dire que l'art était vraiment une invention de l'esprit et que ce qui les intéressait, c'était que les œuvres créent suffisamment d'imaginaire et qu'on n'avait pas forcément... on n'avait pas forcément besoin d'avoir devant soi une œuvre riche en forme, mais qu'elle pouvait être montrée simplement sous forme de mots, par exemple. Bon, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas un artiste conceptuel et bien au contraire, je pense que je suis un artiste assez sensuel et dans la forme, en général, j'essaie d'être assez généreux. Alors, je tenais à vous montrer cette sculpture parce que
euh, ce qui, ce qui m'intéresse d'abord, c'est que en tout cas à l'époque, parce que je suis comme tout le monde maintenant, je travaille avec un appareil numérique, même si c'est pas uniquement le cas, mais d'une façon générale, oui. Mais néanmoins, je trouve que dans le rapport à la sculpture, entre la sculpture et la photographie, si par exemple on estime, ce qui était mon cas, que en photographie, une fois qu'on a chargé le film dans l'appareil, on fait des prises de vue et on attend une surprise, en général une bonne surprise, puisqu'il s'agit de développer et on peut tout à fait avoir raté ces prises de vue. Donc on est forcé d'attendre et d'espérer que les prises de vue ont été bonnes. Chez un sculpteur, c'est un peu pareil. Je vois Henri qui est là en face de moi. C'est-à-dire que quand on modèle une pièce, que ce soit en terre ou en cire, une fois qu'on l'a moulée et qu'on se met à couler le métal, on peut toujours avoir une très mauvaise surprise ou une bonne surprise. Donc, j'étais un peu habitué à vivre ce genre d'attente un peu inquiétante, mais en même temps un peu excitante, entre le moule qui se démoule, justement, et la bobine qui se développe. Ça, c'est le premier rapport entre l'artiste entre la photographie et la sculpture. Un autre rapport, par exemple, c'est que un photographe, donc, qui est aussi un opérateur, celui qui va déclencher, il met en place son dispositif, c'est-à-dire qu'il met en place son pied photo, son appareil, qu'on appelle aussi un enregistreur, et il va déclencher et photographier ce qu'il a mis en face de ce dispositif, qui est un autre dispositif, qui est en fait la sculpture, qui est prête, qui peut être sur un socle ou qui peut être installée différemment. Mais néanmoins, là, on a affaire à deux dispositifs qui se font face. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui fait face à l'autre dispositif. Donc là, je pense qu'on a affaire vraiment à deux sculptures en fait, qui communiquent et qui essaient de trouver un espèce de terrain d'entente. Une autre chose très importante, c'est la lumière. C'est-à-dire que la photographie, à proprement dit, c'est une histoire de gestion de la lumière. Et une sculpture sans lumière n'existe pas. C'est-à-dire que la lumière arrive, elle prend les volumes de la sculpture. Selon son orientation, elle éclaire de différentes manières. Et quand un sculpteur sculpte, justement, il essaie de monter ses volumes de façon à ce que la lumière, je pense, crée le volume le plus intéressant possible. Alors, alors c'est la raison pour laquelle, en tant que sculpteur, je me sens assez vite photographe et vice-versa. Alors évidemment, ce que je propose, in fine, ce sont uniquement des photographies. Donc là, du coup, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on est, si on monte de la photo, on ne va pas tergiverser, on est photographe. C'est-à-dire que pour un peintre qui ferait de la peinture abstraite, on ne va pas lui dire « t'es pas un peintre parce que ce n'est pas figuratif ». Donc là, je pense que dans notre cas, c'est un peu pareil. Même si c'est plus compliqué parce que dans certaines écoles un peu orthodoxes, le travail que je fais n'est pas très bien reçu, mais tant pis, c'est pas grave. Alors voilà, je vous ai un peu expliqué comment est-ce que je me voyais moi en tant que sculpteur et photographe. Alors, ce sont vraiment deux relations qui sont indissociables. Et maintenant, et depuis un moment d'ailleurs, c'est-à-dire que quand j'ai une envie ou une volonté ou une intention, et ben, évidemment, je pense d'abord sculpture, volume, 3 dimensions, et puis très rapidement ou même immédiatement, j'imagine ce volume, je l'imagine photographié. C'est-à-dire que, en tout cas jusqu'à maintenant, ça peut changer, je ne connais pas du tout l'avenir, moi non plus, mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas imaginer mes sculptures non photographiées. Alors, il y a une autre dimension qui est aussi la dimension documentaire. C'est-à-dire que une sculpture photographiée, c'est forcément le documentaire de la sculpture. C'est-à-dire que on peut pas, évidemment, elle peut être imprimée, elle peut être éditée dans n'importe quel document ou un magazine ou un ouvrage. Mais là, évidemment, je fais quoi? Et d'une façon générale, on fait quoi? On choisit un angle, c'est-à-dire que si on a affaire à une ronde bosse, tout le monde sait ce qu'est une ronde bosse, j'espère. Pour une ronde bosse, c'est une sculpture autour de laquelle on peut tourner.
À partir du moment où on la photographie, on impose plusieurs choses. On impose son angle de vue, on impose la lumière qui va éclairer la sculpture, mais en même temps, alors évidemment, on frustre un peu les gens parce qu'ils ne peuvent pas tourner autour, etc. Mais on donne quand même suffisamment d'indications. Et en même temps, dans mon cas en tout cas, on donne autre chose. C'est-à-dire que la situation dans laquelle se trouve la sculpture, elle propose un fond, elle propose souvent des modèles. Donc, évidemment, je vous enlève l'idée et la possibilité de pouvoir tourner autour de la sculpture, mais je vous donne autre chose. C'est-à-dire justement un fond qui en général m'intéresse, qui donne plein d'autres indications, et puis aussi un modèle qui lui aussi crée l'imaginaire et qui donne la possibilité de créer un peu l'histoire de la photographie. Alors, justement, cette histoire d'histoire, alors, je sais que dans l'art contemporain, c'est pas très bien vu, mais c'est pas grave, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse aussi en photographie, avec la photographie en tout cas, c'est de pouvoir raconter des histoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les sculptures sont faites, j'ai envie qu'elles racontent une histoire. Alors, ce n'est pas forcément une histoire littérale ou narrative, mais néanmoins, elle parle, elle prend la parole et elle dit des choses, elle amène sur un terrain ou dans une direction qui n'est pas n'importe laquelle. Et ça aussi, c'est une chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que, en fait, la photographie m'aide à aller où j'aimerais que la sculpture aille, mais je sais que la sculpture elle-même, seule, ne pourrait pas aller dans cette direction. Donc la photographie m'aide à aller plus loin avec ce que j'ai envie de dire avec la sculpture de départ. Je vais vous montrer des choses quand même. Non ? Alors là, je vais laisser défiler. Et puis en même temps, je prendrai la parole. Ouais, alors là, il y a le diaporama que vous allez voir est un peu mélangé, mais d'une façon absolument assumée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des images plus anciennes, d'autres plus récentes, qui sont mélangées, c'est pas grave du tout. Et puis, il va y avoir certaines situations d'exposition aussi pour que vous puissiez voir un peu comment je peux les présenter. J'en étais, je vous parlais, j'ai pas perdu le fil, hein, mais simplement, il faut que je... Alors voilà, donc je vous disais que... Ah oui, alors je vais un peu revenir sur cette histoire cette histoire documentaire. Il se trouve que moi-même, hein, étant jeune réunionnais, à un moment donné, je l'ai été en tout cas, j'ai quand même découvert l'art à travers des documents. C'est-à-dire que je pouvais pas aller dans des musées où ces œuvres étaient exposées parce que j'étais à La Réunion et ma seule possibilité de me documenter et de me nourrir, en art en tout cas, était de lire des livres. Et du coup, j'ai complètement l'habitude, depuis très longtemps, de voir des œuvres sous forme photographique. Et quand j'y pense, en fait, l'histoire de l'art, elle est véhiculée d'une façon très générale à travers des documents. C'est-à-dire que quand on apprend et quand on ne peut pas être dans tous les musées du monde en même temps, c'est pas possible. Donc, la plupart des œuvres qui nous parlent et dont on parle et dont on se nourrit, on les rencontre à travers des documents. Donc, tout compte fait, moi, je ne fais que répéter ce que j'ai pu vivre en tant que jeune artiste ici, enfin, en tant que jeune tout court d'abord, et puis en tant que jeune qui avait envie de se nourrir justement d'art et de formes plastiques. Alors, je peux vous dire aussi d'une façon un peu abrupte, mais je vous le dis maintenant parce que je risque de l'oublier après, c'est que je suis... donc moi, je me considère comme étant le propre photographe de mon propre travail. C'est-à-dire que je suis le photographe de mon travail. C'est-à-dire que c'est pour ça, et c'est comme ça que je me sens à l'aise avec le fait de photographier systématiquement les œuvres que je produis. Alors, en vous disant ça, je ne vous dis pas tout, parce que évidemment, une fois que les expositions sont faites, il y a toujours un photographe professionnel qui vient et qui est spécialisé dans les photos d'exposition et qui vient photographier l'exposition. Donc moi, je suis le photographe de mes sculptures, mais pas de mes expositions.
Alors, je voudrais un peu revenir aussi sur l'idée du rêve. En fait, c'est une chose assez importante pour moi. Alors, quand je vous parle de rêve, il ne s'agit pas de rêve qu'on fait quand on dort, mais en fait, il s'agit plutôt de rêves qu'on fait quand on est éveillé. Donc, en fait, ça se rapproche plus de l'imagination que du rêve. Mais néanmoins, ils sont tellement présents et nourris et un peu délirants quelquefois que je les rapproche plus à des rêves qu'à une imagination un peu structurée, un peu objective. Alors, euh, je dois vous dire que donc moi, je suis pas du tout un photographe du réel, comme vous le savez. C'est que ce que je produis, ce sont pour moi des réalités, mais ce sont des réalités qui sont inventées. Et, et, euh, et, euh, et quand je vous dis que je ne photographie jamais le réel, c'est que je peux dire d'une façon un peu brutale, mais que le réel immédiat ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce que je vois immédiatement ne m'intéresse pas dans le sens où je n'ai pas envie de le photographier. Mais il me nourrit, il me fait rêver, justement, il me donne des idées, il provoque des visions, enfin là j'exagère un petit peu, des apparitions, et puis surtout, il peut me donner des idées pour plus tard, pour pour fabriquer mes sculptures, justement. Je ne peux pas tout lire, en fait. Et puis, en fait, je lis même plus. J'ai complètement déconnecté de mes notes, mais c'est pas mal. Euh, je vais peut-être revenir un peu aux images. Et puis, comme ça, je vais pouvoir un peu les... Alors, je voudrais vous montrer des images qui sont pas des images de nu. Hein. Je veux dire, j'ai pas du tout envie de créer de polémique, mais qui sont des images qui sont vraiment des sculptures. Alors, il se trouve qu'à un moment donné, dans mon parcours, j'avais aussi envie, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes, de sculpter des nus parce que, assez bizarrement et d'une façon un peu naïve, je voyais que chez la plupart des artistes que j'admire, ils avaient eu leur période nue et je me suis dit, tiens, il faut absolument que moi aussi j'essaye de sculpter des nus. Donc, je vais vous les montrer dans le sens où là, il s'agit vraiment de sculpture à proprement dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sculpture mise en scène, mais vraiment de la sculpture brute qui aurait pu être présentée d'une façon plus directe, plus physique, mais encore une fois, là, ça ne m'intéressait pas. Et alors, je vais vous avouer quand même que je présente, en fait, je propose des photographies de mon travail. Enfin, une des raisons essentielle et très très importante, c'est que je trouve que la photographie de mes travaux sont plus beaux que les travaux eux-mêmes. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer de la beauté. Hein. Je veux dire, après, si les gens n'aiment pas, ben voilà, tant pis pour moi. Mais néanmoins, c'est ce que je cherche. C'est-à-dire que c'est ma recherche, et je pense que c'est la quête de tout artiste. C'est-à-dire, c'est de créer de la beauté. Alors voilà, donc j'ai décidé il y a quelques années de sculpter des nus, de les modeler, donc, et puis et justement, donc là, on a une double relation à la sculpture et à la photographie, et avec ce moment un peu étrange, inquiétant et magique, la sculpture est faite, on la moule, on la démoule, et ça peut être raté, et puis après, il y a ce moment de prise de vue où il y a aussi le chargement du film, les deux dispositifs dont je vous parlais qui se font face à face, et cette espèce de relation qui, moi, m'intéresse, qui me plaît et dont j'ai besoin, qui se met en place. Et puis, les prises de vue, et à un moment donné, est-ce que les prises de vue vont être bonnes? Alors, il se trouve que là, les sculptures sont en alginate. Vous connaissez tout alginate, en fait, c'est le produit qui est utilisé par les dentistes pour faire les empreintes des dents. Et donc, c'est une matière organique, c'est de l'algue. Là, si la prise de vue n'était pas bonne, la sculpture était à refaire, puisqu'en fait, c'est un matériau qui a une durée de vie extrêmement limitée, quoi. Enfin, quand je vous dis limité, c'est-à-dire qu'il y a une durée de vie une durée de vie de quelques heures.
Alors, c'était pas forcément voulu tout ça, mais néanmoins, ce qu'on peut faire après, c'est aussi observer son travail et essayer de le comprendre. C'est une fois que le travail est né, nous aussi, les artistes, on prend le temps de le regarder, en tout cas moi, et puis on essaie de le comprendre parce qu'on n'a pas forcément une relation, euh, on va dire, mentale et conceptuelle forte avant de fabriquer. C'est-à-dire qu'on a eu une intuition, une idée, on se lance dans la fabrication, et puis une fois que c'est fait, on essaie de comprendre ce qu'on a fait. À partir du moment où ce qui a été produit nous plaît, on essaie de comprendre. Et parce qu'évidemment, on a envie de montrer la forme, mais on a aussi envie d'en parler. Donc là, il faut qu'on soit un peu organisé en tout cas, il faut qu'on organise notre mental et nos idées pour pouvoir échanger au niveau verbal. Là, c'est autre chose. Je vais vous montrer un peu les dernières sculptures que j'ai faites il y a un petit moment. Déjà, quand je dis un petit moment, ça fait quand même à peu près un an, un peu plus d'un an, où j'avais vraiment envie, parce que mon, mon- mon- euh, ma première relation avec la sculpture, c'est vraiment l'argile et le plâtre, enfin des choses assez basiques. Et ça me rappelle mes années d'études, puisque c'est à ce moment-là que j'ai pu en fait expérimenter réellement l'argile et le moulage, etc. Donc, et puis récemment, mais c'est vraiment une chose qui traînait depuis longtemps, que j'avais vraiment envie de reprendre, mais je ne savais pas trop comment. Et puis il y a d'autres forces, d'autres volontés qui ont pris le dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je suis chez moi, j'ai le temps et je vais vraiment commencer à- je vais prendre le temps de mettre en place une chose qui me, que je désire depuis longtemps. Et donc, je me suis mis à faire des sculptures en terre, à proprement dit, et à me dire, bah, tiens, je vais les modeler en terre et ce qui va m'intéresser, c'est de photographier de la terre crue. Et là, bon, d'une façon un peu simple, faut le dire comme ça, quoi. Je veux dire, j'étais encore attaché à cette idée de nu et j'avais envie de créer. Alors, c'est peut-être mes origines, mon éducation judéo-chrétienne. Alors, il se trouve que je suis allé à l'école des frères à Saint-Denis et quand on a fait l'école des frères, euh, on s'en débarrasse pas comme ça. Ah voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais créer une espèce d'Adam et Ève en terre, un peu comme ça aurait pu être fait. Voilà. Alors évidemment, il se passe quoi dans cette sculpture? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce sont des sculptures qui ont été trouvées ou qui ont été extraites, par exemple, une fouille archéologique. Mais bon, vous voyez bien que en fait, j'ai un peu insisté sur leur sexe et parce que j'avais justement envie de me dégager de ces sculptures romantiques et même antiques où les sexes des femmes n'existaient pas du tout et où les sexes des hommes étaient ridiculement minuscules parce qu'ils ils étaient pas assumés et que c'était les règles de l'époque et que c'était comme ça qu'on faisait. Enfin, les règles esthétiques en tout cas. Du coup, je vais reprendre un peu le diaporama. Je ne sais plus où on était. Enfin, je ne sais pas, j'ai peut-être fait le tour un peu. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Là. Hein à la 26. Alors, je vais mettre mes yeux, pardon. Voilà, 26. Ça okay. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Hein. Pour quelqu'un de timide, quand même, je suis impressionné. Quand même. Mais, non, mais ce n'est pas du tout évident hein, de demander à des gens qui ont l'habitude de s'exprimer par des images, de prendre la parole verbalement. Quoi. Mais enfin, bon, je progresse. Alors, vous verrez que dans
le corpus, il y a des œuvres qui ont l'air plus faciles que d'autres, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont faites avec moins de difficultés, et puis d'autres qui demandent beaucoup plus de travail euh, et de mise en œuvre, quoi. Bon, alors ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de ce rythme-là. C'est-à-dire que pour ces photographies, par exemple, qui brûlent, euh, ouais, c'est pas grave, je vais trouver. Attends, si on est deux dessus, ça marche pas. Non, c'est loin, disons. Ok, je vais faire ça, je vais sortir une seconde. Ah non, c'est pas tactile. Voilà. Alors, si on pense par exemple à ce type de photographie, de toute manière, là, c'est un grillage en métal qui brûle. Vous imaginez bien que de toute manière, à, à- à part le photographier, j'aurais jamais pu le garder. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment pas le choix. Et c'est vraiment une chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que assez souvent, dans mes images, il y a de l'eau ou du feu ou des choses, en tout cas, qui justifient le fait que il a fallu à un moment donné photographier la pièce. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un personnage, on ne peut pas lui demander de rester là vitam aeternam, et les flammes, c'est pareil, l'eau sèche, etc. Donc en fait, je m'arrange aussi pour qu'à un moment donné, il y a une justification au sein de l'image qui justifie en fait justement le fait que la sculpture ou la mise en scène soit photographiée. Alors ici, par exemple, c'est un travail qui demande un peu de temps. Bon, je ne vous raconte pas tous mes secrets parce qu'ils sont à moi, mais pour faire une photographie de ce type, ça, oui, voilà, ça demande un peu, ça demande du temps. Alors il faut recommencer beaucoup parce que les flammes sont pas forcément où on veut, mais néanmoins avec un peu d'acharnement, ça fonctionne. Et alors, il faut absolument que je jongle avec ce type de photographie, justement. Euh, C'était la 26, justement. C'est où? Ah non. Qui, qui, euh, qui pour moi est aussi importante, mais qui demande beaucoup moins d'efforts. C'est-à-dire que je ne dis pas que d'avoir l'idée de cette photographie est plus facile ou arrive plus évidemment que celle du grillage qui brûle, mais néanmoins, dans sa mise en œuvre, c'est beaucoup plus rapide. Et j'ai besoin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pourrais pas tenir sinon. C'est-à-dire qu'en fait, je serais complètement mort, épuisé, si je ne faisais que des images qui demandent plusieurs mois de mise en œuvre. Mais il se trouve que d'une façon générale, je travaille seul. Je peux pas, alors, je travaille seul quand je fabrique les objets et les sculptures. Les prises de vue, en général, sont faites à plusieurs. Idéalement, on est trois et je travaille uniquement avec des amis. C'est-à-dire que j'ai essayé de travailler avec des professionnels, donc ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Je connais d'autres artistes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils travaillent avec des gens neutres, des gens qui ne connaissent pas, donc ils les payent, des assistants, etc. Mais parce qu'ils ont besoin de ce recul, cette distance, parce ils sont insupportables et qu'ils se fâcheraient avec leurs amis. C'est-à-dire qu'au moment où ils travaillent, ils se fâchent avec leurs amis. Et moi, je pense que quand je travaille, je peux être aussi assez insupportable parce que je suis exigeant, parce que je ne mesure pas mon humeur. Et je pense que c'est souvent le cas chez les créateurs. Mais il se trouve que mes potes, filles ou garçons, me supportent parce qu'ils savent très bien que c'est juste un moment qui va passer et qu'ils me le pardonnent. Alors vous verrez quand vous serez professionnel et que vous devez travailler avec des amis ou des professionnels, vous choisirez. Est-ce que je vous ai tout montré? Ou est-ce qu'on repart à l'image 26? Alors moi, je pense que j'ai fait un peu le tour dans ce que j'avais envie de vous dire.
Donc peut-être qu'on peut essayer de se poser des questions, non? Enfin, c'est vous qui allez poser des questions. D'accord. Alors, j'ai pas tellement envie de parler des acquisitions chez les collectionneurs privés ou des acquisitions dans les musées et les institutions publiques. On peut le faire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le moment. Oui? Alors, Pardon, je vais reformuler. oui, Est-ce que, du coup, que deviennent les sculptures ou les œuvres? alors d'une façon générale, c'est que quand elles sont pas viables, c'est-à-dire les sculptures qui brûlent, elles vont disparaître, hein, puisqu'elles brûlent. En ce moment, je fais des sculptures en glace, c'est-à-dire que des sculptures que je mets dans un congélateur et que je photographie en train de fondre. Bon, bah, là, il est sûr qu'elles sont en train de disparaître. Alors pour les autres, en général, je les donne, je les offre. Ouais. Et je fais beaucoup d'images en Afrique du Sud. Il est clair qu'une fois que les prises de vue sont faites et que je suis complètement épuisé, je peux ramener une ou deux sculptures avec moi en spéculant un petit peu, pour être franc. C'est-à-dire que je me dis que si jamais, plus tard, dans une rétrospective, je pourrais peut-être avoir envie de montrer des sculptures et c'est absolument possible. Hein. Mais sinon, d'une façon générale, je ne les garde pas. Ouais. Et alors, si je pense que si il était question, par exemple, de montrer des sculptures à nouveau à proprement dit, ce qui n'est pas du tout exclu, ce seront des sculptures qui ne seraient pas amenées à être photographiées. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas cette redondance. Mais ce sont des sculptures qui auraient été faites vraiment pour être montrées en l'état. J'avais une question, c'est est-ce que vous faites du Photoshop? Est-ce que vous ajustez vos photos avec un logiciel après? Alors, ça arrive. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est ce qu'on appelle de la post-production. C'est très rare. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui arrive, hein, c'est que la prise de vue me plaît. Il y a un détail dans la prise de vue qui me gêne. Et à ce moment-là, je demande à des spécialistes, parce que moi, je ne sais pas le faire, en tout cas, ça ne m'intéresse pas, d'intervenir. Mais il ne s'agit jamais de dénaturer l'image. Par exemple, je vais vous montrer un détail. Je prends mes yeux, pardon. Alors, dans une des dernières images que j'ai faites, alors c'est une image brute en fait, c'est une image que j'ai faite en Afrique du Sud l'année dernière, il y a exactement un an. Et en fait, je l'ai envoyée au labo dans lequel je travaille, mais ils sont fermés à cause du virus. Donc, elle est brute, elle n'est pas traitée. Il se trouve que je pense que finalement, elle sera plus belle que ça. Alors, il se trouve que dans cet endroit-là, on est au Swaziland, un petit pays qui se trouve au nord de l'Afrique du Sud. Dans le fond, en fait, en arrière-plan, il y avait des vaches qui étaient en train de manger, enfin, qui me gênaient, en fait. Donc, j'ai demandé à ce qu'on les enlève. Et donc, voilà, ça peut être ce genre de détail. Ouais. Et alors, elles me gênaient. Pourquoi? Parce qu'elles amenaient une information qui moi, me perturbait. Je pense que si elles avaient été là, peut-être que ça aurait ramené plus de réalité, mais en même temps, je trouvais qu'elles amenaient un détail et à créer un autre imaginaire, justement, qui allait un peu trop loin dans ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie qu'on reste concentré sur cette masse de choses. Évidemment, il y a un arrière-plan, on voit la prairie, on voit les montagnes, mais je ne voulais pas qu'on aille plus loin. Voilà. Dans les photos que vous faites ou les sculptures, quasiment systématiquement, vous cachez ou coupez les visages. Alors, ça a vraiment été le cas pendant longtemps. Voilà. Et la raison est très simple, c'est que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer l'action et de montrer la sculpture à proprement dit. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment en train de photographier
le travail de sculpture et j'étais vraiment en train de créer un document et de faire justement un travail documentaire. Et systématiquement, vous le verrez, hein, c'est-à-dire que quand vous photographiez un personnage et que vous montrez son visage, vous faites un portrait. C'est la première chose qu'on va regarder. Alors, c'est une chose que j'assume davantage, c'est pas vraiment le terme, mais il y a un peu de ça quand même. Et du coup, ça se voit maintenant, je joue avec ça aussi. C'est-à-dire que là, je vois bien qu'avec un visage, on peut créer une autre histoire. On peut rendre la photo heureuse ou dramatique. Et du coup, c'est un élément dont je ne me prive plus. Je vais vous en montrer une autre. Si je fais ça, ça marche? Non, ok. Et en fait, ça a commencé, il y a une évolution, hein. Ça a commencé avec cette image, où je vous montre une partie du visage. Donc, je coupe encore un petit peu, je n'étais pas encore complètement prêt pour assumer totalement. Mais on le voit, non? Non? Ou pas? Ça comme ça? Et puis, il y a eu celle-là, mais parce que j'avais vraiment besoin, en fait, là, de montrer son visage, ouais. C'est-à-dire que j'avais envie de montrer ce visage qui n'existe sur aucun squelette autour d'elle, et je me suis dit que c'était sûrement la mère fondatrice en fait de tous les squelettes qui étaient autour. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment la mère de tous les squelettes, puisque c'est une sorte de Pietà en fait. Je me suis inspiré de la Pietà de Michel-Ange qui se trouve à Saint-Pierre de Rome pour faire cette image, qui a à peu près la même position. Et oui, ce qui m'intéressait, c'était de faire des squelettes en perles, parce qu'ils ont été faits en Afrique du Sud, et que pour ceux qui sont partis en Afrique du Sud, vous voyez qu'il y a des sculpteurs des rues, enfin moi je les appelle sculpteurs, qui fabriquent des objets magnifiques et qui sont en perles, justement. Et j'avais vraiment envie depuis longtemps de faire des sculptures moi-même avec ces perles. Oui, je vous écoute. Alors ici, par exemple, c'est une plaque de sang. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire une photo abstraite. C'est-à-dire qu'en général, les photos qu'on fait sont plutôt figuratives. C'est-à-dire qu'elles montrent quelque chose de lisible et d'objectif. Et à ce moment-là, bon, ça se fait, hein, il y a vraiment des photographes qui sont spécialisés là-dedans. Et là, j'avais vraiment envie de faire une photo abstraite. Alors, il se trouve que bon, c'était une période qui n'était pas vraiment sombre pour moi, mais néanmoins, j'avais dû entendre des choses qui n'étaient pas très jolies aux informations, je pense. À ce moment-là, j'écoutais encore les informations et j'ai été inspiré assez bizarrement par l'horreur que j'avais dû entendre. Et du coup, je suis allé chez un boucher et j'ai acheté quelques litres de sang, j'ai répandu sur le sol et j'ai photographié. Alors ici, par exemple, j'étais en Océanie. Et alors, étrangement, je suis pas très sportif à tort, hein, mais là, je me vante pas du tout, hein. Et il se trouve que dans la très grande majorité des pays que j'ai pu voir, il n'y en a pas beaucoup, hein, je suis pas très voyageur et je suis un très mauvais touriste. Il se trouve que je me suis rendu compte que les gens jouaient au foot. Et du coup, ça m'a assez intéressé. C'est-à-dire que je me suis demandé comment est-ce que ce sport était... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était comment ce sport était à ce point véhiculaire. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, que ce soit des pays pauvres ou des pays riches, les gens jouaient au foot.
avec différents moyens, certes. Et là, sur cette île en Océanie, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de noix de coco. Et comme je vous disais au départ, ce qui m'intéresse d'une façon générale, c'est vraiment de se faire rencontrer des éléments qui, a priori, sont étrangers entre eux, qui n'ont pas à se rencontrer, mais néanmoins de les faire se rencontrer et d'essayer de créer une espèce d'entente entre eux. C'est-à-dire justement cette espèce de trilogie un peu étrange, ou même de trinité peut-être. Donc l'idée du déplacement, de la rencontre et de l'échange. Alors c'est peut-être en tant que réunionnais que je pense forcément assez, parce que bon, s'il y a quand même un endroit qui symbolise ça, c'est bien ici, quoi. Et là, donc, je m'étais dit, bon, ce qui m'intéresse, c'est de voir. Parce qu'en fait, je pense que je voyais des jeunes jouer au foot, non pas avec des noix de coco, hein. Et là, il y a une espèce de vision, en tout cas d'intuition, qui s'est mise à naître. Et puis, j'avais envie, comme ça, de créer ce que j'appelle un fabricant de rêve. Alors, il se trouve que là aussi, le personnage qui pose, c'est un ami, hein. Il a absolument rien à voir avec cette histoire de fabrication de ballons de foot sur des noix de coco. Et bon, voilà. Du coup, c'est comme ça que c'est né. Ici, on est un peu dans le même contexte. Et d'ailleurs, c'est le même modèle. Et là aussi, ce qui m'intéressait, c'était de déplacer en fait ce symbole qui est plutôt un symbole français à proprement dit, et de me dire, mais tiens, peut-être que ce symbole peut se déplacer en Océanie aussi, il peut être fabriqué d'une autre manière, et que là, on peut... Alors, c'est une image qui s'appelle souvenir au pluriel, qui fait référence aux objets souvenirs, et qui fait référence aussi à l'image souvenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une image qu'on pourrait photographier en se baladant, je ne sais pas, dans un pays étranger en tant que touriste. Alors, une autre image, alors c'est une image qui était faite à Paris, en fait, dans le métro. Et là, pareil, en fait, je ne sais pas si j'aurais voulu être écrivain, peut-être, en fait, mais c'est une chose qui est un peu ratée, ce serait pour une autre vie. Et du coup, j'ai fabriqué un livre que j'aurais pu écrire, puisque si on y regarde de près, je suis l'auteur du livre. Et donc, c'est une chose que j'avais envie de dire, parce que c'est peut-être une chose que je pense, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous en nous un espèce de biotope, un biotope individuel qui fait qu'on peut trouver en nous une espèce d'autonomie et une façon de vivre en se protégeant un peu de tout ce qui pourrait nous faire mal. Et donc voilà, j'avais envie j'ai fabriqué ce livre, qui n'existe pas, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre que vous pourrez trouver en librairie, et j'ai demandé à une amie de poser pour moi, et voilà, donc c'est comme ça que la photo existe. Évidemment, le livre, je crois que j'ai gardé le livre, hein, je ne sais pas où il est, mais en cherchant un peu dans mes affaires, je pourrais le retrouver, et il sera peut-être montré un jour dans une exposition. Alors ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Bon, c'est pas bien de dire ça quand c'est son travail, mais bon, je le pense, alors je dis. C'est une pièce qui s'appelle La Longue Traversée. Et donc, j'ai ramené ces oursins, je les ai récupérés dans le lagon ici. Il ne faut pas le dire trop fort parce que je pense que je n'ai pas le droit de faire ça. Et je les ai amenés à Paris. Et donc, j'ai créé cet assemblage entre ces chaussures de ville un peu chic, entre guillemets, et j'ai fixé ces oursins sur les chaussures, et puis j'ai rajouté de l'eau autour, et j'ai photographié la paire de chaussures sur le parvis d'une gare, il me semble, et puis j'ai juste rajouté un peu d'eau, parce que je pense que les oursins ont besoin d'eau, et que au niveau de la photographie, ça m'intéressait justement. C'est-à-dire que je la trouvais un peu trop sèche. Et du coup, j'ai rajouté de l'eau pour lui
lui donner un peu plus de fraîcheur. Voilà. Alors, c'est une chose que je fais souvent, hein, c'est-à-dire que je rajoute souvent de l'eau sur mes objets avant de les photographier. En fait, là, c'est vraiment pour vous montrer que, effectivement, il peut y avoir des photos sophistiquées qui demandent beaucoup de temps de mise en place, etc. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus rapides. Je pense qu'à partir du moment où j'avais récupéré cette paire de chaussures que j'ai achetée dans un Emmaüs ou l'équivalent à un prix ridicule, et une fois que j'avais posé ces oursins sur la paire de chaussures, donc en fait un geste assez simple à faire. À partir de ce moment-là, la prise de vue était assez rapide. Donc, il peut vraiment y avoir des images qui demandent plusieurs mois de fabrication et puis d'autres qui peuvent aller extrêmement vite. Et encore, je vous répète, j'ai besoin de ce rythme. C'est-à-dire que j'ai besoin d'images qui vont vite et qui me rassurent, et puis d'autres qui prennent énormément de plus de temps, qui m'épuisent. Mais si je n'avais que des images qui m'épuisent, je vous l'ai dit, j'aurais renoncé, je pense, parce que c'est trop dur. Voilà. Donc j'ai besoin comme ça d'un espèce de rythme, avec des images faciles, entre guillemets, et puis des images plus compliquées. Et ça, je pense qu'on le fait au bout d'un moment parce qu'on commence à se connaître et qu'on a besoin de savoir gérer cette énergie comme ça chez soi. Enfin, je pense que d'une façon générale, la gestion de l'énergie chez un artiste est très importante. C'est-à-dire que moi, je sais que je peux le faire, mais je connais aussi des peintres qui font 5 peintures par semaine et d'autres qui en font une en un an. C'est pas du tout pareil, il faut tenir le coup. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, mais je sais pas, vous verrez, quoi. Il faut aussi accepter ça à un moment donné. C'est pas du tout évident. Alors évidemment, quand on se retrouve dans un contexte commercial et qu'on vous met la pression pour produire, il faut aller un peu vite quand même. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Donc, je voulais juste savoir pourquoi tu avais choisi de participer, si tu as choisi, à l'exposition Anthropocène et après. Alors, je vais être très franc, d'accord? Mais pas brutal. Je fais beaucoup de choses dans la vie que je ne choisis pas. Bienvenue au club, hein? Voilà. Donc, je connais bien la commissaire d'exposition, qui est une amie, qui m'a téléphoné un soir, peut-être, je pense que c'était un soir, pour me dire qu'elle avait un trou dans son exposition, ce qui arrive souvent, hein, voilà, et qui m'a demandé si elle pouvait utiliser certaines de mes images pour les inclure à l'exposition. Et j'ai accepté parce que c'est une amie d'abord, on a souvent travaillé ensemble et je lui fais entièrement confiance. Donc, je n'ai pas du tout choisi les images, c'est-à-dire que je lui ai dit qu'elle pouvait voir dans le corpus les images qui l'intéressaient, je lui ai envoyé des fichiers et elle a choisi les formats, etc. Ce qui arrive, après quand je vois l'exposition, est-ce que les formats sont heureux ou pas? Oui, certains le sont, d'autres pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire, j'ai un peu d'expérience maintenant et je préfère participer à une exposition qui me plaît quand même. Hein. Voilà, donc c'est pas du tout une exposition qui me donne envie de vomir et je me dis non, c'est pas possible. Là, je suis des gens que j'aime pas du tout. Non, mais c'est vrai que si j'étais plus impliqué, ça aurait été différent. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question, non? Oui. Ok. Oui. Next. Les étudiants sont extrêmement muets, tu ne veux pas savoir. J'ai besoin, moment, je pense qu'il faudrait que j'apprenne la langue des signes. Et sinon, j'aurais bien aimé savoir pourquoi les miroirs sont récurrents comme ça, le reflet. Alors, c'est une question que je n'ai pas beaucoup creusée, mais c'est vrai qu'en fait, d'une façon évidente, en fait, cette espèce d'idée de mise en abîme en fait, qu'amène le miroir, c'est-à-dire de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir encore, c'est une chose qui m'intéresse. Alors,
les miroirs sont là, mais d'une façon générale, ils sont là brisés, hein. C'est-à-dire que en fait, les miroirs brisés avec des clous, un peu comme les pièces en métal qui prennent feu, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'essayer de faire des choses qui, a priori, ne fonctionnent pas. Enfin, qui, a priori, ne sont pas possibles. C'est-à-dire que de faire brûler des ampoules en verre, de faire brûler une chaîne en métal, un grillage en métal ou autre chose, de fiche un clou dans une plaque de verre, en l'occurrence un miroir, c'est une chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu plantes un clou dans un miroir ou une plaque de verre, le miroir éclate. Donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire en sorte qu'il n'éclate pas, mais qu'il crée une forme qui m'intéresse, justement dans le but de le photographier avec un reflet qui m'intéressait aussi. Donc, ce n'est pas juste un miroir, c'est un miroir qui, à un moment donné, devient sculpture avant d'être photographié. Hello. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors moi, la prochaine fois que j'irai à vos conférences, j'aurai plein de questions, hein. Je vous préviens. J'avais une question, c'est à propos de la photo 028. Oui, alors je vais la retrouver. Non, c'est précis, hein. Le drapeau D'accord. jaune. Ouais. Comment on vous fait les taches noires? Ah, tu veux dire ce qui est au centre, hein? Oui. Alors, c'est pas très visible là parce que la photo est peut-être pas assez objective. En fait, ce sont des cheveux. Ouais. Alors, ce sont des cheveux crépus que j'ai récupérés. Alors, j'ai un ami qui a des cheveux crépus, voilà, ça arrive. Et il est allé chez le coiffeur et je lui ai demandé de me ramener ses cheveux parce que je voulais en faire une pièce. Donc, il a accepté. Et là, ce qui m'intéressait, c'était en référence à un artiste américain, enfin on dit afro-américain, j'aime pas ce terme, donc je veux dire américain, qui s'appelle Ammons, David Ammons. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous conseille d'aller voir, hein. Et donc, il fait aussi des sculptures, enfin, au moins une sculpture que je trouve superbe. C'est une sorte de galet, en fait, sur lequel il a mis des cheveux, justement, et du coup, on a vraiment l'impression de voir un personnage magnifique. Et donc, voilà, en fait, c'est en référence à ce travail et à cet artiste que j'admire, j'ai voulu faire un drapeau. Voilà. Donc, moi, je suis pas du tout nationaliste, hein. Donc, effectivement, c'est un drapeau, mais qui, pour moi, est une sculpture avant tout. Ouais. Mais il se trouve qu'effectivement, et là, j'avais vraiment envie d'associer deux choses qui, a priori, encore une fois, n'ont pas du tout à se rencontrer, un sac en plastique et des cheveux qui sont plutôt une matière humaine et organique. Voilà, c'est une photo que j'ai faite sur la plage de Saint-Denis. Enfin, qui est une plage de galets. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon, les étudiants en art, là, je vous écoute. On arrête? Oui? Allez, bah, écoutez, merci. Et à bientôt alors. Je vous ferai une interro sur la conférence.